Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Notre invité, c'est Damien Roche, le fondateur de LiveBloom, qui crée des solutions de mobilité pour les personnes handicapées, une innovation mondiale qui réinvente le fauteuil roulant, vous verrez. Dans notre débat, on va parler de l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise, alors que le gouvernement envisage de relancer la proposition du député Damien Adam, qui veut imposer 90% de voitures à très faible émission dès 2032. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai les vêtements post-cancer du sein de Minette en goguette. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Damien Roche. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur, président de LiveBloom, ingénieur de formation. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de créer LiveBloom ? Alors à la base, je ne voulais pas créer LiveBloom. Ouais. Je voulais porter une carrière dans le secteur des énergies. Et en fait, c'est en parallèle de ma formation et d'un apprentissage que je menais dans un centre de recherche que j'ai fait face à une problématique avec un proche qui malheureusement était en fauteuil roulant, a tenté de se lever et a eu un grave accident. Et ça s'est mêlé à un ami à moi qui est kinésithérapeute, qui était frustré de ne pas pouvoir mobiliser ses patients en dehors des séances. Il faut savoir que la grande majorité des personnes aujourd'hui qui sont en fauteuil roulant, c'est des personnes qui peuvent toujours bouger leurs jambes, mais qui vont manquer en force ou en équilibre pour pouvoir se mettre debout et marcher en sécurité. Et donc, ils sont capables de se mobiliser en séance avec l'aide d'une ou deux personnes, mais le reste du temps, ils sont confinés à leur fauteuil roulant. Et c'est cette frustration-là, la constatation qu'il n'y avait pas de solution pour les aider, qui m'a amené à travailler sur une solution et qui aboutit à la création de la société avec la mise de côté de ma carrière dans les énergies pour me concentrer sur la dissémination et le développement de cette solution. Et alors, je disais dans les titres, innovation qui réinvente le fauteuil roulant. Sauf que, en fait, c'est un objet et une thérapie, c'est ça, LiveBloom ? C'est ça. En fait, l'approche initiale, c'est pas de se dire on va faire une aide technique de marche, un fauteuil exosquelette. C'est plutôt de se dire ok, on va se poser à une table avec des patients, des cliniciens, ce qu'on a fait pendant plusieurs années, puisque au stade embryonnaire, c'était vraiment en 2016 que j'ai commencé à réfléchir à ces sujets et comprendre en fait les besoins et les contraintes auxquelles il fallait répondre pour permettre justement de préserver cette marche seule et de maximiser la récupération d'une vie debout. Et c'est là où on nous a dit qu'il fallait pouvoir, mais il faut aussi accompagner, puisqu'on n'est plus en séance. Donc vu qu'on n'est plus en séance de rééducation, comment est-ce qu'on maximise la motivation de l'utilisateur pour remarcher seul ? C'est pour ça qu'il y a toutes ces solutions qu'on a développées. Et alors, on a vu quelques photos quand même, l'objet, il faut le décrire. Alors, je vais peut-être pas employer le bon mot, mais un peu un fauteuil roulant, un peu un exosquelette, c'est un hybride, c'est quoi cet objet ? À première vue, ça ressemble, beaucoup à un fauteuil roulant lorsqu'il est en position assise. Il n'y a pas de rupture d'usage par rapport à un fauteuil roulant conventionnel qui est malheureusement la seule solution dans laquelle se trouvent les utilisateurs qu'on va pouvoir aider. Et donc, on va pouvoir s'installer dedans de la même façon. Simplement, une fois qu'on est installé, qu'on est mis en sécurité, on va bénéficier de l'assistance en force et en équilibre qui nous manque pour pouvoir se mettre debout seul. Donc, c'est là où la fonction exosquelette se déploie et va nous assister à chaque pas, avec un allègement du poids du corps et une assistance aussi pour avancer nos jambes, tout en nous sécurisant. C'est-à-dire que l'autre point essentiel, c'est qu'on ne peut pas tomber, en fait. Si nos jambes nous lâchent, si on tombe en avant ou en arrière, qu'est-ce qui se passe ? On se rassoit. Je crois que l'entreprise, vous l'avez créée en 2019, on est en 2024, presque 2025. Vous en êtes où ? Il y a eu des tests à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est ça ? Il y a eu des tests. Depuis 2019, en fait, on a testé nos solutions et on l'a développé de manière itérative, c'est-à-dire auprès des utilisateurs, les cliniciens et les patients. Il y a plus de 150 personnes en Europe qui ont remarché avec nos solutions lors de ces tests. Et en complément de ces tests, on a effectivement une étude clinique efficacité qui a été menée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par le professeur Éléonore Bayen auprès de patients qui ont subi un AVC et qui ne pouvaient pas marcher seuls, qui étaient en chambre, en fauteuil roulant tout le temps, en faisant quelques pas en séance. Et dès qu'on a amené notre solution, dès qu'on leur a prescrit la thérapie, ils n'avaient plus de fauteuil roulant dans leur chambre et en une semaine, ils ont récupéré leur marche
marche autonome et ils ont multiplié par plus de 6 leur temps quotidien passé debout et de marche, ce qui est exceptionnel. Il n'y a pas de technologie aujourd'hui qui permet ça dans le monde, à part ce qu'on a prouvé cliniquement. Alors vous en êtes tout de votre développement? Je crois qu'il y a une levée de fonds qui est prévue. Vous cherchez quoi? À industrialiser la solution aujourd'hui? C'est ça. Aujourd'hui, on peut déjà équiper les établissements de santé. On va équiper les 10 premiers établissements de santé dès l'année prochaine. Ouais. Donc, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse leur faire une proposition d'installation d'une unité de la marche, ce qui va permettre de prescrire la thérapie Live Bloom One à chaque patient qui en a besoin de leur établissement, que le placement en fauteuil roulant soit plus le standard de soins, ce soit la prescription de cette thérapie et la préservation de la marche. Donc ça, c'est un certain nombre de fauteuils qui seraient dans chaque hôpital proposés en roulement aux patients quand ils en ont besoin. C'est ça, c'est dimensionné à la taille de l'hôpital. Il y a les fauteuils, leurs capteurs et la plateforme d'accompagnement pour l'interface avec les soignants et aussi l'interface des patients avec cette tablette, avec des objectifs personnalisés et du contenu d'autorééducation. Et à côté, les particuliers peuvent déjà tester la technologie dans nos locaux à Lille, bientôt à Paris, et ils peuvent, via le site internet, rejoindre la liste d'attente, puisque l'ambition, c'est de l'amener au grand public à horizon 2026. Et donc pour ça, on lève des fonds pour industrialiser et pour rendre accessible cette technologie à tous ceux qui en ont besoin, puisque on est convaincu de pouvoir créer 3 fois plus de valeur que son coût, et donc en définitive, ça puisse être pris en charge pour que même des personnes qui n'ont pas forcément les moyens puissent l'avoir en EHPAD ou à domicile. Alors c'était la question que j'allais vous poser sur le coût d'un fauteuil comme le vôtre, la prise en charge par la Sécu. Enfin voilà, si c'est moi je suis à 100% partant pour que ça soit évidemment utilisé par le plus de personnes possible. Je crois qu'il y a près de 400 000 personnes en France qui utilisent des fauteuils manuels. Plus que ça. Il y en a à peu près 400 000 qui pourraient vivre debout chaque jour avec notre thérapie. Ok, c'est vraiment un chiffre important. Et si on parle de coût, en fait, ce qui coûte extrêmement cher aujourd'hui, c'est la vie assise en fauteuil roulant. À la société, vous voulez dire? À la société, en frais de prise en charge de la dépendance. Ça, c'est des dizaines d'heures d'aides-soignants qui vont accompagner la personne. Mais c'est aussi une vie assise avec une santé qui se dégrade. On parle de frais de ville beaucoup plus importants, mais aussi des journées d'hospitalisation en plus liées à cette inactivité, cette sédentarité, sans parler du coût de la qualité de vie directe pour les utilisateurs. Donc face à ça, il y a une énorme création de valeur possible qu'on est capable d'apporter. Ouais. Est-ce que ça veut dire que votre fauteuil, vous continuez de le modifier, de l'améliorer aujourd'hui? Ouais, toute la thérapie se modifie, il y a une amélioration continue qui est apportée, avec des nouvelles fonctionnalités qu'on développe aussi en fonction des retours que nous font les utilisateurs, que ce soit des patients et des cliniciens, et qu'on continuera à avoir au fur et à mesure qu'on équipe les personnes. Un dernier mot sur le temps de recherche et développement. Pourquoi ça a été aussi long? Est-ce que l'écosystème français de la medtech, il est suffisamment dynamique? Peut-être que c'était simplement compliqué à mettre en place. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, je pense qu'il y a la notion de progrès thérapeutique qu'on apporte, qui est à peine, tout l'impact qu'on apporte est à peine palpable encore aujourd'hui. Il y a un champ des possibles sur l'efficacité sur plein de pathologies qu'on ne fait qu'explorer. Et il y a des approches d'exosquelettes robotisés pour remplacer les jambes. Notre approche spécifique d'assistance partielle pour permettre ensuite aux patients de marcher seuls, elle est assez unique. Et c'est ce qui a nécessité ces développements itératifs pour être prêt, en fait, pour ouvrir un nouveau chapitre qui est aujourd'hui le déploiement. Pas avoir à freiner parce que la solution ne serait pas prête. Aujourd'hui, on est prêt. On a démontré l'efficacité clinique, on est marqué CE, donc on peut venir équiper les patients et les établissements de santé en Europe. Et dernier petit mot, la collaboration entre une start-up et les équipes médicales, vous l'avez mis en œuvre à la pitié, mais ça fonctionne bien, ça? Ça fonctionne bien parce que les soignants, c'est des gens passionnés, en fait, qui voient l'apport qu'on souhaite avoir et la bienveillance qu'on a dans nos développements, le développement d'une technologie qui répond à leurs enjeux, leurs besoins. À partir du moment où on les intègre dans le développement, comme le professeur François Puisieux, dès le début de nos développements, qui est gériatre au CHU de Lille, c'est très fluide en fait. Merci beaucoup Damien Roche, bon vent à Live Bloom. On passe à notre débat, l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise.
Le débat de ce Smart Impact consacré à l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise. Alfred Richard, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver, cofondateur PDG de Nelson Mobility. Adrien Decèves, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur commercial France chez Monta. On va commencer par quelques questions de présentation, même si vous êtes déjà venu dans Smart Impact. Nelson Mobility, vous l'avez créé en 2022 avec 3 autres polytechniciens, c'est ça le point de départ ? C'est ça, le point de départ c'est la transition énergétique, mais oui on est 4 associés. Oui, 4 associés. Avec quelle idée? C'est quoi ce logiciel que vous proposez? Notre volonté aujourd'hui c'est de faire en sorte que l'électrification ne soit pas forcément vue comme une menace. Et donc on est un acteur agnostique qui vient accompagner toutes les décisions dans soit le début de la construction de ce projet d'électrification pour une entreprise, soit dans son exécution et le déroulé de toutes les commandes de véhicules électriques et les renouvellements. Notre volonté elle est d'accompagner la compréhension des usages de la flotte pour trouver si Robert, technicien qui fait entre 5 et 10 interventions par jour, pourrait avoir un quotidien tout à fait électro-compatible. Et donc on vient simuler tout ça à partir de nos algorithmes pour rassurer la discussion et pour rendre le plus rentable possible les passages à l'électrique de les entreprises. Des entreprises. Monta, c'est une entreprise danoise, c'est ça au départ, Adrien Decèves? Racontez-moi. Donc Monta, on est une entreprise danoise fondée il y a 4 ans. Et Monta, on est une entreprise spécialisée pour pouvoir superviser des infrastructures de bornes de recharge pour permettre vraiment aux utilisateurs, mais aussi à des entreprises, de pouvoir donc opérer son parc de bornes très facilement et avec tous les outils informatiques nécessaires. Donc c'est une plateforme, si on rentre un peu dans le détail, qui propose quel type de service? On va pouvoir proposer donc tout type de clients, que ce soit des installateurs, des entreprises, de pouvoir en fait superviser une infrastructure de bornes de recharge en leur proposant donc, par exemple de pouvoir gérer l'énergie, le prix et la facilité directement d'accès aux bornes de recharge. Alors dans une interview au journal Les Échos, le ministre de l'Industrie Marc Ferracci a relancé la proposition de loi qui avait été faite par le député Renaissance Damien Adam, alors d'imposer notamment, alors c'était il y a quelques mois, il voulait imposer 20% d'achat de véhicules électriques aux entreprises en 2024. C'était pas passé. Lui, il voyait même plus loin avec, je crois, un objectif de 90% dès 2032, je dis ça de mémoire. On en est où? Ça a été repris, expliquez-moi, et qu'est-ce que vous en espérez peut-être, Alfred Richard? Aujourd'hui, il y a déjà une loi qui est en place, qui est la loi d'orientation des mobilités. Elle se décompose avec pas mal de facteurs. Sur la partie verdissement des flottes automobiles, il y a déjà un quota de verdissement à respecter, qui n'est pas sur le nombre de véhicules à la route, mais le nombre de commandes effectuées au cours de l'année. Donc un taux de renouvellement dans le parc. Et il y a déjà une augmentation graduelle de ce quota qui est prévue. 20% en 2025, 20% en 2026, 40% en 2027, donc des paliers avec des gros sauts tous les 2 ans. Le projet initial du printemps dernier, c'est de linéariser ces paliers, donc avoir plus 10, plus 10, plus 10 tous les ans, et surtout de mettre en place une sanction. Parce qu'on a beau avoir un quota aujourd'hui et une obligation de déclarer, sans sanction, ça ne mettait pas non plus la rate au courbouillon aux entreprises. Et donc aujourd'hui, le projet qui est repris par 2 nouveaux députés, il est de réactualiser cette proposition Adam qui est tombée à l'eau lors de la dissolution de l'Assemblée. Et donc là, ce serait a priori de maintenir les quotas qui sont déjà en place, mais de mettre en place des sanctions à hauteur de quelques milliers d'euros par véhicule ne respectant pas cette loi, et éventuellement de retirer les hybrides rechargeables du décompte de ces quotas, ce qui aurait donc un double impact pour continuer à accélérer tout ça, puisque ce sont aux entreprises de stimuler le marché d'occasion, et donc il faut qu'elles électrifient maintenant pour que le marché adressable continue d'augmenter. Oui, il y a un effet domino qui est intéressant, quoi. Non seulement il est intéressant, mais il est nécessaire si on veut rendre cette mobilité électrique accessible à tous et donc cette décarbonation à l'échelle. Et c'est d'autant plus important qu'on voit que le budget 2025 va sans doute accoucher d'un recul sur l'ambition en matière d'électrification des mobilités, moins de primes à l'achat, un leasing à 100 € qui va sans doute être un peu rabougri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la filière des véhicules électriques, pas seulement vos entreprises, mais voyons un peu plus large, elle a besoin d'un soutien gouvernemental. Sans ce soutien, vous pensez que la croissance peut être menacée? En fait, je ne dirais pas qu'elle a besoin d'un soutien gouvernemental, mais qu'aujourd'hui, rationnellement, toutes les raisons sont là pour encourager les entreprises à électrifier et arrêter de voir ça comme une vraie menace et un gros risque. Et donc pour essayer de les motiver, pour en fait finalement participer à un débat de projet d'entreprise qui pourrait se réaliser, si on met en place une sanction, quelqu'un qui ne respecte pas son quota va être vraiment regardé pour ne pas l'avoir respecté. Donc ça peut faciliter et accélérer la décision de projet d'entreprise. Le deuxième paramètre un peu plus macroéconomique, ce sont les obligations
de taux d'émission en sortie d'usine pour les constructeurs automobiles, qui eux sont déjà en place. Donc en fait, au niveau européen, les constructeurs, ils doivent électrifier, et au niveau national, on a du mal à créer cette demande. Donc pour équilibrer offre et demande, il faut encourager les plus gros demandeurs de véhicules neufs, qui sont les entreprises, et on se sent complètement légitime de leur imposer des quotas sanctionnés. Ouais. Adrien Elsève, est-ce que c'est une filière qui ne peut pas décoller sans aide de l'État ? Parce qu'aujourd'hui, sans les primes à l'achat, alors je ne parle pas exactement de votre business, hein, j'élargis un peu, mais sans les primes à l'achat, je ne sais pas où en serait l'électrification des mobilités. Oui, mais les entreprises aujourd'hui, avec les différentes lois aujourd'hui qui sont imposées, l'entreprise, elle a un besoin quand même d'électrifier sa flotte. Elle en a un besoin, même aujourd'hui la conduite du changement, que ce soit par les présidents des entreprises demandent aujourd'hui aux salariés d'avoir aussi un changement de leur comportement parce que le directeur de l'entreprise a un véhicule électrique et donc les salariés vont devoir changer pour de l'électrique. Est-ce que la loi telle qu'elle existe en France, il y a des lois similaires dans d'autres pays européens, puisque votre entreprise, elle n'est pas évidemment centrée que sur le marché français? Il y en a, et donc ça aide les entreprises à booster la vente des véhicules électriques. En France, on en a, et donc ça nous permet aujourd'hui, donc évidemment, d'électrifier les flottes d'entreprises. Et donc c'est bon pour l'industrie et pour nous. Ouais. Je rappelle les chiffres qu'on a donnés, qui étaient contenus dans la loi Adam. L'obligation d'acheter 20% de voitures électriques, c'était ce qui avait été évoqué en 2023-2024. Et puis donc 95%, c'était le chiffre précis, de véhicules dans les flottes professionnelles d'ici 2032. Au-delà de ces enjeux réglementaires, de ces obligations légales, Alfred Richard, comment convaincre une entreprise d'électrifier le plus vite possible? Quels arguments allez, je suis chef d'entreprise, j'hésite. Comment vous allez me convaincre? Déjà, ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'extérieur qui peut imposer une décision d'entreprise et les convaincre de passer à l'électrique. On peut leur donner des arguments pour alimenter la réflexion et qu'eux-mêmes fassent cette conduite du changement. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre économique, le paramètre opérationnel et le paramètre pédagogique. Sur le paramètre économique, si on arrive à un ISO-coût dans la gestion des véhicules, ce qui est le coût total de possession d'une flotte, si on arrive à de l'ISO-coût, on peut réussir on reste à un même niveau, on est bien d'accord. Mais typiquement, entre se recharger chez soi et se recharger sur l'autoroute, il y a une différence d'un facteur 5 sur le prix de la recharge. Si on dimensionne mal la batterie du véhicule, on va surdimensionner les coûts CAPEX de location du véhicule. Donc on va avoir du mal à avoir une parité TCO, qui est le terme que les entreprises utilisent. Ça, c'est le volet économique lié au véhicule. Sur la partie opérationnelle, si Robert, quand je le passe à l'électrique, il est bloqué une demi-journée toutes les 2 semaines et qu'il ne peut pas faire son intervention, le business model de l'entreprise est mis à péril. Et donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune interruption métier. Que ce soit, là, je parle évidemment des populations itinérantes, pas des véhicules statutaires, des top managers qui doivent eux-mêmes prendre leur décision de montrer l'exemple. Et le biais pédagogique, c'est un nouveau sujet. Le kilowattheure, c'est nouveau. Les infrastructures, c'est nouveau. La conduite, le freinage régénératif, c'est nouveau. Et donc, il y a aussi tout un volet de pédagogie pour embarquer les différentes parties prenantes. La plateforme Monta, je crois, vient d'intégrer le wall connector de Tesla. Alors, je ne connaissais pas, parce que je ne beaucoup pas en Tesla, le wall connector de Tesla. De quoi il s'agit et qu'est-ce que ça change pour vous? Tout à fait. Donc, on a un module qui est intégré aujourd'hui dans le chargeur Tesla, et donc qui apporte en fait toute cette brique technologique aujourd'hui pour les utilisateurs de véhicules électriques. C'est ce qu'on a pu mettre en avant sur nos réseaux, on a communiqué dessus. Et donc, ça apporte vraiment cette brique à la fois d'itinérance, donc des utilisateurs de véhicules électriques peuvent venir se charger directement sur ces chargeurs-là grâce à la technologie Monta. Vous avez annoncé une levée de fonds de 80 millions d'euros au mois de janvier dernier. Quelle ambition, quelle stratégie avec cette levée de fonds? Oui, donc ça porte la levée de fonds qu'on a faite cette année, donc de 80 millions d'euros, nous permet vraiment de grossir à la fois sur les pays européens. Donc on a une grosse équipe aujourd'hui sur le marché français. On vient d'ouvrir aussi les États-Unis. Et l'ambition aujourd'hui de Monta, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui et à la fois nos partenaires, nos clients, pour leur apporter vraiment toute notre technologie, l'innovation aujourd'hui de Monta sur les sujets de demain, comme les nouveaux protocoles de communication, le charge, plug and charge.
Je voudrais qu'on parle, Alfred Richarge, de l'entrée de l'entreprise, de la directive CSRD au niveau européen, le reporting extra-financier. Est-ce que c'est un boost pour vous? Est-ce que vous vous dites, voilà, on a de plus en plus d'entreprises qui vont se préoccuper de ce bilan extra-financier et qui donc vont se dire, vite, électrifions la flotte? Ce serait dommage qu'on prenne des décisions de décarbonation pour réussir à faire un papier de reporting. Donc normalement, le papier de reporting, c'est une cascade suite à une décision et un plan d'action qui a été décidé. J'ai mis des véhicules électriques. En plus, j'ai une obligation de reporting. Donc, c'est pas forcément l'un qui va tirer l'autre. Quoi qu'il en soit, les entreprises prennent des engagements SBTI, par exemple, qui sont donc des targets de décarbonation à horizon 2030, prennent d'autres engagements auprès de leurs donneurs d'ordre, leurs clients ou leurs investisseurs. Donc, dans tous les cas, effectivement, le point que je dirais, c'est les entreprises qui ont des objectifs très clairs à moyen ou long terme sur la réduction de leurs émissions carbone et pour lesquelles la flotte automobile représente une part vraiment importante des émissions Scope 1, Scope 2, assez directement, ça se traduit en une trajectoire d'électrification qui est nette et qui est 2 à 3 fois plus ambitieuse que la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a un effet cascade là-dessus. Sur la partie reporting CSRD, à nouveau, si la flotte représente une grosse part, correctement mesurer les choses sur la flotte, c'est correctement reporter les économies évitées et les émissions évitées. Mais déjà, il faut les éviter avant de faire le reporting. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, on est en duplex avec Véronique Gonzalez, la fondatrice de Minettes en Goguette. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé, cette entreprise, marque de vêtements, en 2020 à Marseille, si je ne me trompe. Avec quelle idée? Racontez-moi l'origine. Alors l'origine est pas très très drôle, mais c'était lié à un cancer du sein, en fait, aux effets secondaires des traitements du cancer du sein qui m'ont complètement chamboulé et le corps et la peau. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vêtements adaptés. Enfin, je ne les ai pas trouvés. Donc, j'ai pris des cours de couture et j'ai décidé de les créer en me servant de matières qui sont toutes saines pour la peau et pour la planète et qui ont des bénéfices aussi pour la peau, comme la thermorégulation, c'est hypoallergénique, c'est antitranspirant, c'est respirant et ça prend soin des cicatrices aussi. Alors justement, on va revenir sur ces matériaux, les choix que vous avez faits, mais quand on parle d'effets secondaires, de quoi il s'agit dans le détail? Alors, on peut avoir prise de poids très rapide avec des variations de poids tous les mois. On peut avoir de la transpiration excessive, la peau qui devient hypersensible. Ça, c'est quelque chose qui vraiment ne se voit pas. Et ça fait l'effet, par exemple, avec un t-shirt en coton que vous avez l'habitude de mettre ou une chemise, l'effet d'un pull qui gratte toute la journée, qui est hyper désagréable. Et ça, c'est au niveau de tout le corps et c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et il y a aussi l'hypersudation qui, là, pareil, ne se maîtrise pas. Voilà, et peut être très, très gênant et très, très inconfortable. Des douleurs articulaires aussi, parfois? Aussi qui empêchent beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que le simple fait d'enfiler un t-shirt peut devenir très, très compliqué. Donc vous avez cherché, alors, parce que ça fait il faut trouver des solutions pour trouver une réponse à ces différents effets secondaires des traitements. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors en fait, moi je pars toujours d'une ou deux problématiques physiques et à laquelle je combine les propriétés des tissus que je trouve. Et donc par exemple, le t-shirt basique que j'ai qui s'appelle Ina, je suis partie finalement du t-shirt qu'on a toutes dans notre garde-robe en noir et en blanc, et en me disant il faut qu'il matche pour des variations de poids, pour qu'on n'ait pas l'air soit engoncé, soit de nager dedans, qu'il soit respirant aussi, thermorégulateur, qu'il n'irrite pas les cicatrices, donc qu'il n'y ait pas de friction au niveau des aisselles, par exemple, au niveau de la poitrine pour les cicatrices, et suffisamment long aussi pour cacher le ventre, parce qu'on a tendance à prendre un petit bidon pas très sympa avec les traitements. Et alors, quel choix de matériaux vous avez fait? Alors, j'utilise beaucoup le modal, ça c'est de la fibre de bois qui vient de forêts qui sont régulées. J'ai du tissu aussi à base d'aloe vera. Donc l'aloe vera, ce tissu-là, garde les propriétés qu'on connaît avec les cosmétiques ou même la plante à base d'aloe vera. J'utilise aussi de l'algue
qui a aussi des propriétés qu'on utilise plus dans les compléments alimentaires ou les cosmétiques, mais qui se retrouvent dans les tissus. Et aussi un peu de coton bio, mais je préfère travailler finalement les matières qui sont naturelles, puisque dans la fibre du tissu, on va retrouver les vertus des plantes. Voilà. Et alors justement, comment conserver les vertus de ces plantes, de ces matériaux, après plusieurs lavages? En fait, comme la matière, la plante, elle est séchée, elle est pulsée et elle est tissée, finalement, le fil garde la propriété tout au long de sa vie. Donc après, c'est aussi des tissus qui nécessitent un lavage à 30 ou à 40 degrés maximum. Mais en fait, si on en prend soin, voilà, avec un lavage classique, le vêtement va garder ses propriétés toute sa vie. Et moi, quand je travaille un vêtement, je fais aussi le test, enfin moi ce que j'appelle le test de la machine à laver, c'est quand je fais un prototype, je vis avec, ou je demande à la personne qui va le tester de vivre avec, et si au bout de quelques lavages, le tissu est tout mou, enfin voilà, le vêtement a perdu sa forme, et ben je garde pas ce tissu parce que moi je veux vraiment des vêtements durables dans tous les sens du terme. Voilà. Merci beaucoup Véronique Gonzalez et bon vent à votre marque, bon vent à vos minettes en goguette. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.